Dorothée Koller, Jean-Daniel Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes les fondateurs du cabinet de conseil en stratégie et en organisation Koller Consulting et Coaching et vous venez de publier Industrie 4.0, les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand aux éditions de la documentation française et vous vous êtes associé pour cette publication à la Fabrique de l'Industrie et à la BPI. Alors je vais rappeler simplement en préambule que l'Industrie 4.0, c'est le nom d'une politique industrielle lancée en 2011 et qui est dédiée au déploiement de concepts d'usines connectées. Alors, première question, Dorothée Koller, par quoi se traduit cette politique? Quels sont les projets concrets? Alors, il faut déjà préciser que ce n'est pas une politique en tant que telle, c'est véritablement une révolution industrielle. C'est comme ça que les Allemands l'abordent, la 4e révolution industrielle. Alors, pourquoi 4e par rapport à 3e? C'est parce que la 3e concernait la rationalisation des flux de production. La 4e, elle, va concerner la communication entre les machines, entre les produits, entre les hommes. C'est véritablement la question de l'interopérabilité entre les machines qui est posée. Donc une 4e révolution industrielle qui participe à la fois du rêve et des nouveaux processus de production. Et l'État a entamé assez tôt, dès 2006, une réflexion sur la politique stratégique high-tech. Donc on peut dire que c'est une politique de longue haleine et elle se traduit aujourd'hui par des projets financés par le ministère de l'économie et de l'énergie et par le ministère de la Recherche et de la Formation, qui sont des projets pilotes qui associent à la fois des grands groupes, des Mittelständler, des instituts de recherche, des PME. On trouve souvent un grand nombre d'acteurs. On est dans cette volonté d'expérimenter ensemble la 4e révolution industrielle. Et puis, il y a également, à ce même niveau que je pourrais dire industriel et institutionnel, la mise en place de démonstrateurs, comme le démonstrateur de Kaiserslautern, qui a été initié par le Centre de recherche en intelligence artificielle, et un autre démonstrateur ISOVL, situé à l'est de la Westphalie, et qui ont pour caractéristique, donc là aussi, de réunir un grand nombre d'acteurs et d'expliquer, d'évangéliser les chefs d'entreprise, mais aussi les étudiants, mais aussi les organisations syndicales sur qu'est-ce qu'est Industrie 4.0. Donc ça, c'est le premier niveau. Jean-Daniel Weiss. Alors, à un deuxième niveau, vous avez un certain nombre de projets pilotes qui sont lancés. Donc, ce que nous, on appelle des solutions partielles, Industrie 4.0, par exemple une solution de logistique interne dans l'entreprise, où un petit chariot va faire la tournée de l'usine pour approvisionner des lignes et récupérer des encours de production. Vous avez d'autres solutions partielles qui peuvent être développées. Un MES maison, par exemple, qui va être développé dans une usine pour connecter l'ensemble des systèmes d'information et l'ensemble des machines. Et puis, vous avez aussi un certain nombre d'usines pilotes, là où il y a des solutions complètes qui sont présentées. Alors, c'est surtout l'apanage des big players. Vous avez par exemple l'usine Siemens à Amberg, qui fabrique des cartes-mères, une usine extrêmement automatisée qui est la vitrine technologique Industrie 4.0 de Siemens. Vous avez aussi à Hambourg, en Sarre, chez Bosch Rexroth, une ligne de montage qui a remplacé 9 lignes existantes et qui travaille avec des concepts de l'industrie 4.0 extrêmement modulaires, de la RFID, des opérateurs qui sont assistés dans les tâches de montage et qui permet aujourd'hui de produire quasiment 200 produits, une variante de produits différents. Dorothée Koller, qu'est-ce qui a motivé l'Allemagne à se lancer dans cette politique Industrie 4.0 ? Alors, cette question, elle est essentielle, parce que ce qui a motivé les Allemands, quand on regarde de près et on l'explique dans le livre, c'est d'abord une peur certaine. Un modèle pas forcément adapté aux contraintes du numérique. C'est-à-dire, on a un leadership industriel qui repose sur une armature structurée autour de l'industrie mécanique. Et ce leadership industriel, il est quand même positionné sur un marché qui arrive à maturité, qui est menacé par des concurrents à l'international, que ce soit en Asie ou ailleurs. Donc il y a le sentiment de menace sur le leadership industriel. Ça, c'est la première, on va dire, peur. Et puis, une deuxième crainte qui est de voir Google arriver sur le marché de l'industrie. Il faut bien voir que Google, ce n'est pas seulement l'Internet, c'est également des sociétés de fabrication de robots. Donc,
un système productif allemand, des chefs d'entreprise allemands qui vont voir Google comme un concurrent qui peut les menacer. Et donc, de ces deux peurs vont d'abord émerger une prise de conscience et puis va s'élaborer une stratégie offensive. Et c'est intéressant parce que du coup les Allemands racontent une histoire sur cette quatrième révolution industrielle avec deux enjeux qui découlent de ces deux peurs. Un premier enjeu qui est de réussir le mariage entre l'industrie mécanique et l'IT. Parce que voilà, on ne pourra pas seulement bâtir ce leadership industriel uniquement sur l'industrie mécanique, il faut véritablement marier les deux. Et le deuxième enjeu, c'est de se dire, eh bien, un très fort enjeu de concevoir des standards à l'échelle européenne pour contrer d'autres entrants internationaux. Et ça, c'est un point très intéressant parce que là, il y a véritablement non seulement un enjeu au niveau de l'Allemagne, mais au niveau de l'Europe, et plus particulièrement entre l'Allemagne et la France. Alors effectivement, vous avez évoqué Google, avec la Google Car, par exemple, pour prendre l'exemple du secteur automobile, c'est l'un des exemples de la perte de vitesse du modèle propriétaire. Jean-Daniel Weiss, est-ce que l'Allemagne est prête à faire face, autrement dit, pour caricaturer un peu, est-ce qu'elle sait proposer et lancer de nouveaux services ? Oui, oui, tout à fait. Enfin, on voit aujourd'hui bouger le modèle allemand. Alors, on a tous entendu parler de l'alliance entre les grands constructeurs allemands pour racheter l'application de cartographie HERE, pour éviter que les applications de navigation externes arrivent trop rapidement dans les voitures. On peut voir ça aujourd'hui peut-être comme une guerre de retardement, mais en tout cas, on voit émerger aujourd'hui en Allemagne un certain nombre d'initiatives. Il y en a une qui nous semble assez intéressante et qu'on a documentée dans l'ouvrage, c'est l'exemple de l'entreprise Trumpf, qui est bien connue en France pour ses machines de découpe laser. Et Trumpf a créé une start-up à Karlsruhe, donc juste à côté de l'Institut Fraunhofer IOSB. Et cette start-up, elle a pour vocation de développer une plateforme pour accueillir des applications industrielles. C'est-à-dire que demain, vous pourrez, en tant qu'industriel, sur cette plateforme, télécharger toutes les briques IT qui vous manquent pour compléter votre industrie 4.0 maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme-là, elle ne vise pas à proposer que des applications pour les machines Trumpf. Elle est ouverte en fait à l'ensemble des producteurs d'applications industrielles, y compris à des concurrents de Trumpf. Donc et d'ailleurs cette start-up a été séparée de Trumpf de manière assez nette pour éviter justement tout problème de concurrence entre les deux. Et donc ce qui est très très intéressant, c'est qu'on voit là véritablement une stratégie d'ouverture, une entreprise industrielle très traditionnelle, familiale, de grande taille, mais qui reste familiale, et qui se positionne sur un marché pour devenir en quelque sorte l'iTunes de l'application industrielle. Dorothée Köhler, le modèle allemand se caractérise par une innovation plutôt incrémentale portée par le Mittelstand. Est-ce que c'est un atout ou plutôt une faiblesse à l'heure de la révolution numérique où l'innovation est davantage disruptive ? Alors, c'est difficile de répondre pour l'ensemble des Mittelständler. Oui, il y a une disparité. Eh bien, les interviews qu'on a menées sur le terrain montrent qu'il faut avoir un regard différencié. Et on propose une matrice, une typologie des différentes postures des Mittelständler en disant, voilà, il y a ceux qui, parmi les Mittelständler, ont leur carnet de commandes plein et qui disent, écoutez, Industrie 4.0, on le pratique déjà depuis un certain temps et rien de nouveau sous le soleil. Donc, la maintenance prédictive, on en fait déjà. Donc, on dira, c'est la première catégorie des offreurs de solutions qui estiment déjà faire de l'industrie 4.0. Et puis, on a une deuxième catégorie d'offreurs de solutions qui, eux, sont convaincus que l'industrie 4.0 représente un nouvel atout compétitif et ils sont conscients de l'enjeu de passer d'une innovation incrémentale à une innovation de rupture. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est comment organiser la combinaison entre les deux et comment faire que le produit qui contient la puce RFID va effectivement donner les différents ordres de réglage de production à la machine. Côté acheteur de solutions, dans le Mittelstand, on voit également deux catégories se dessiner. Une première catégorie qui n'est pas complètement convaincue par les bénéfices que peut apporter Industrie 4.0, qui regarde davantage les risques, à savoir un risque en termes de cybersécurité, un risque en termes d'investissement, puisqu'on le montre, les retours sur investissement sont quand même assez longs, il faut compter 6 ans. Donc des Mittelständler qui ont plutôt une position attentiste. Attendons
il est urgent d'attendre pour acheter de l'industrie 4.0. Et puis d'autres acheteurs de solutions industrie 4.0 qui réellement, eux, sont convaincus que ça va bouleverser leur business model, et notamment des entreprises qui sont dans le B2B et qui voient bien qu'aujourd'hui, va se poser pour eux la question de passer au B2C. Et c'est quelque chose qu'on voit également en France, des business qui sont intermédiés par des grands distributeurs. Demain, comment vont-ils reconfigurer leur chaîne de valeur? Vont-ils se rapprocher plus directement de leurs clients? Et donc ce groupe de Mittelständler, lui, il est très offensif sur la question de l'industrie 4.0 et de l'innovation de rupture. Donc vous voyez une vision quand même nuancée et différenciée. Jean-Daniel Weiss. Nous, ce qui nous a frappé dans notre travail, au fur et à mesure qu'on avançait dans la découverte de l'industrie 4.0 en Allemagne, c'est que finalement, ça nous a apparu moins comme un sujet technologique que comme un sujet qui posait la question de ce qu'on a appelé la compétitivité relationnelle. C'est-à-dire que, bien évidemment, la technologie, c'est important, mais je dirais un retard technologique, ça se rattrape. En revanche, ce qui nous semble être un avantage compétitif déterminant, c'est la capacité qu'ont les acteurs à s'allier. On voit aujourd'hui en Allemagne se créer des axes assez puissants. On a une alliance, par exemple, entre Siemens, Atos et SAP pour proposer des solutions industrie 4.0. Et on voit aussi ces stratégies émerger au niveau de ce qui correspond en Allemagne à nos ETI ou aussi au niveau des PME. Et ça pose un certain nombre de questions parce qu'un dirigeant d'entreprise, face au numérique, va se poser forcément la question, est-ce que je dois internaliser des compétences IT ou bien est-ce que je dois m'allier avec une entreprise qui pourra m'apporter ces compétences, voilà, sous quelle forme? Ça pose énormément de questions. Les patrons d'entreprises IT qu'on a rencontrés en Allemagne nous disaient souvent, mais les industriels, ils croient qu'en quelques années, ils vont internaliser une compétence que nous, on a mis 25 ans à construire. Donc ça pose vraiment la question de cette alliance, de cette culture du partenariat, d'aller chercher l'autre, et même, voire parfois de s'allier avec son concurrent. C'est-à-dire que ce qu'on voit effectivement... C'est la compétition. Voilà, la compétition à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'avec un effet d'entraînement aussi, des ETI qui emmènent des PME, des ETI plus grosses qui emmènent des ETI plus petites. Donc vraiment tout un effet je dirais, de chaînage qui est en train de se mettre en route, où un fabricant, par exemple, de systèmes de logistique interne, de bandes transporteuses, va numériser son offre grâce à un accord passé avec une entreprise de connectique, plus grosse qu'elle. Pour conclure, Dorothée Koller, qu'est-ce que la France a à apprendre de cette industrie 4.0 lancée en Allemagne? Est-ce que finalement, cela signifie que les Allemands ont encore un reliquat d'état stratège qui nous manquerait en France? En droite ligne avec ce que vient de dire Jean-Daniel, je dirais qu'il y a un point essentiel, c'est la compétitivité relationnelle. On le montre dans le livre. Demain, certes, la compétitivité coût et hors coût vont continuer à jouer un rôle essentiel, mais ce qu'on voit, c'est que le leadership au niveau des entreprises ne va plus être une course en solitaire, mais véritablement une course d'équipe. D'où cet enjeu de la compétitivité relationnelle qu'on met en avant à plusieurs niveaux, que ce soit entre grands groupes, ETI, PME, instituts de recherche, mais voilà, un maillage d'acteurs. Et c'est vrai que sur ce point-là, les Allemands ont un atout, c'est qu'ils ont des économies locales très structurées, charpentées et qui partent avec un avantage. En ce qui concerne l'État, je ne sais pas s'il faut conclure s'ils ont un reliquat encore d'État stratège. Ce qui nous a semblé intéressant, et on le montre également, c'est cette combinaison entre une stratégie top-down, qui donne le cadre, et puis une stratégie bottom-up où on voit les acteurs, que ce soit les États-régions comme les Länder, ou que ce soit le Mittelstand Premium, qui réellement s'approprie cette histoire de la 4e révolution industrielle, et ça vaut également pour les syndicats, et la volonté de mener une démarche concertée, une démarche collective. C'est ce point-là qui nous semble important à retenir comme enseignement. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette analyse fouillée du modèle allemand à l'heure de la transformation numérique. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Industrie 4.0, les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand à la documentation française ». Merci beaucoup à tous les deux. Merci.